ce flash actu. Bernard et moi-même sommes heureux de vous accueillir pour cette présentation. Donc, Bernard n'est pas encore tout à fait arrivé. Il y a quelques ralentissements sur la route, mais il va nous rejoindre en cours de réunion. Donc, thématique Et de Philippe. la Oui, matière. Le voilà. Le voilà. Donc, la thématique de la matinée, donc, c'est de pouvoir aborder les différentes solutions qui sont existantes pour optimiser la rémunération à la fois du dirigeant et celle des salariés. Donc, pour animer cette thématique, Bernard Panefieux et moi-même, Johan Germont, donc, nous sommes consultants chez Ombello Consulting, qui est partenaire et filiale de Baker Tilly Strego. Notre expertise, pour une présentation rapide, tout le conseil sur la stratégie de rémunération et la protection sociale, ça veut dire tout ce qui touche à la prévoyance, la santé, la retraite et même la perte d'emploi pour certains, moins rigolo, à la fois du dirigeant et des salariés. Donc, en guise d'introduction, vous l'aviez certainement entendu, il avait été annoncé début d'année que la prime Macron ne serait pas reconduite en 2021. Bon, voilà, changement de programme, elle est reconduite. Elle est reconduite, donc pour faire une petite présentation de l'actualité, parce que tout n'est pas encore calé sur cette nouvelle prime Macron, si on peut dire. Projet de loi de finances prévoit les règles, le cadre général, on va le présenter après. Mais on attend quand même une circulaire pour vraiment préciser les derniers éléments. Donc, en cette période, ce qu'on souhaitait, c'est de pouvoir vous présenter les différentes possibilités de rémunération alternatives. Évidemment, il y aura la prime Macron, mais qui est un élément qui va être, je pense, temporaire, même si ça fait déjà la 3e année qu'elle est reconduite. Donc, quels sont les autres outils de rémunération qui s'offrent à vous et surtout qui présentent à la fois des avantages en matière sociale, des exonérations de charges et fiscales. Évidemment, nous ne pourrons pas être exhaustifs car d'un point de vue technique, on pourrait y passer la matinée, voire même la journée. Mais l'idée, c'est de vous donner les éléments essentiels pour pouvoir vous positionner sur ces outils et vous questionner sur l'intérêt de le mettre en place dans vos entreprises et pour vous. Donc, on va essayer de faire cette présentation un petit peu en 2 temps, avec Bernard qui vous présentera les outils, les dispositifs à destination des salariés. Et puis, moi, je vous expliquerai ce que le chef d'entreprise peut bénéficier. Pour finir l'introduction, ceux qui souhaitent avoir le support, vous pouvez, dans le fil de discussion, il y a un questionnaire qui vous permettra de remplir vos coordonnées pour qu'on puisse vous adresser le support. Et puis n'hésitez pas, pareil, dans ce fil de discussion, à pouvoir poser les questions qui vous viendront au fur et à mesure de l'exposé. Si ça vous va, on peut commencer. Prime Macron, 2021. Je prends la main, Bernard, sur cette partie-là. Vas-y, je compléterai s'il y a besoin, mais je te fais une totale confiance. Merci Bernard. Donc, nouvelle prime Macron, comme on l'exposait dans l'introduction. Période de versement possible entre le 1er juin 2021, c'est-à-dire que c'est déjà possible, quand bien même la loi n'est pas votée, c'est prévu que on puisse la verser dès maintenant et jusqu'au 31 mars 2022. Pour rappel, prime Macron, on est un peu sur les mêmes fondamentaux que ce qu'on connaît depuis 2-3 ans, c'est-à-dire 1 000 euros sans charge sociale et fiscale. Globalement, même si dans les textes, il est prévu qu'elle soit versée prioritairement aux salariés de 2e ligne, les 1 000 euros seront quand même
à disposition, je dirais, de toutes les équipes. Dès lors que la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC annuel. Donc on a repris, c'est à peu près 56 000 € bruts par an. Donc ça laisse quand même la place pour une grande majorité des salariés. La modulation possible, je viens de dire, c'est comme avant, fonction de la rémunération, du niveau de classification ou de la durée de présence effective de l'année au cours de l'année écoulée. Non-substitution à un élément de rémunération existant, ça c'est repris depuis 3 ans, mais comme tous les outils de rémunération qui sont plus favorables, c'est-à-dire sans charge sociale, le rappel, hein, c'est je ne peux pas remplacer une prime existante qui est soumise à charge sociale par une autre qui ne l'est pas, dont la prime Macron. Bon, là on reprend les règles qui sont déjà existantes. Là, s'il y a une nouveauté, c'est sur le doublement du plafond à 2 000 €. Alors l'an dernier, c'était déjà possible de faire ce 2 000 € aussi. Ce qui semble se dessiner pour cette année, c'est 1 000 € supplémentaires pour les entreprises qui mettent en œuvre un accord d'intéressement à la date du versement de la prime ou qui ont conclu avant cette date un accord qui prend effet avant le 31 mars 2022. Voilà. J'ai repris strictement comment c'est écrit dans le projet de loi de finances. Moi, je ne trouve pas ça hyper limpide. On verra dans la circulaire. Euh, Ça pourrait laisser penser qu'il faut mettre en place un accord pour y avoir accès. Voilà. Maintenant, on n'en est pas tout à fait convaincu. Ça pourrait aussi vouloir dire que ceux qui ont déjà un accord peuvent, c'est cette dernière phrase là, ayant conclu avant cette même date un accord prenant effet le 31 mars. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'en conclue un pour la première fois avant cette date-là, ou est-ce que ça veut dire que j'en ai déjà un qui est existant? Là, je pense qu'il faut attendre la circulaire pour vraiment être convaincu sur cette partie-là. Deuxième élément, c'est les entreprises qui seront couvertes ou qui sont couvertes par un accord ou qui ont engagé des négociations sur la valorisation des métiers de deuxième ligne. Bon, là, clairement, je pense que ça va se passer au niveau des branches. Ça va se passer au niveau des branches, donc il faut regarder dans les conventions collectives si il y a des accords qui sont ou des négociations qui sont en cours sur cette partie-là pour pouvoir aller jusqu'à 2 000 €. Ou bien, ça sera de mettre en place ou d'avoir peut-être un accord d'intéressement déjà existant. Dernière précision sur cette prime Macron nouvelle génération. Évidemment, il y aura toujours le formalisme obligatoire à mettre en place, soit par accord, soit par décision unilatérale. C'est bien à destination des salariés. Ça veut dire que les dirigeants ne peuvent pas en bénéficier. Quand bien même ils sont présidents d'une SAS, donc qu'ils cotisent comme des salariés, ils ne sont pas salariés au sens du Code du travail, donc ils ne peuvent pas en bénéficier. Il faut vraiment avoir un contrat de travail. Voilà pour la nouvelle mouture prime Macron. Bernard, si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me... Non, je pense qu'il faut préciser quand même, on attend les circulaires comme de plus en plus souvent en social, on est tributaire des circulaires, voire de la manière dont l'URSSAF va interpréter les circulaires. On en reparlera sur l'intéressement, si on a un peu le temps. Donc, mais je pense que tu as dit absolument l'essentiel. Je te laisse la main sur le deuxième Eh bien, outil, avec plaisir. l'intéressement. Tout le monde m'entend, alors n'hésitez pas à m'interrompre, hein, à rallumer vos micros. Je vois que la plupart d'entre vous ont coupé le micro pour ne pas parasiter la présentation, ce dont je vous remercie, mais n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a le moindre d'une question, etc. Il n'y a pas de questions sottes, il ne peut y avoir que des réponses qu'ils sont. Et j'espère que mes réponses, si vous avez des questions, seront intelligentes. Un accord d'intéressement, l'intéressement, c'est vraiment l'outil à privilégier dans une optique de rémunération des salariés. L'intéressement a beaucoup d'avantages. Le premier, bien sûr, auquel on pense, c'est qu'il y a très peu de charges sociales. Il y a un petit tableau derrière qui explicitera les choses. La deuxième, c'est que c'est quelque chose de souple. L'intéressement, au fond, c'est le seul mode de rémunération des salariés qui peut être calé sur des résultats. Autrement dit, je fais de mauvais résultats, il n'y a pas d'intéressement. Je fais de bons résultats, je peux distribuer de l'intéressement. Donc, c'est c'est un mode de rémunération qui est extrêmement souple. On le met en place par accord collectif, donc en règle générale, signature aux 2 tiers des salariés.
mais également par délégués syndicaux s'il y a des syndicats représentatifs dans l'entreprise, ou par signature du CSE, l'ex-comité d'entreprise, le cas échéant. Donc c'est un accord collectif, c'est souvent d'ailleurs le seul accord collectif qu'on signe dans les petites entreprises. Et que dit cet accord? Eh bien, cet accord, le moteur de l'accord, l'élément essentiel, va être une formule de calcul. Une formule de calcul qui va tout simplement être calée sur les résultats ou éventuellement sur des critères de productivité. On a le choix. Ça peut être également, par exemple, dans certaines entreprises, sur la casse, les bris machines, comment on appelle ça, la gâche, quand tu fabriques en industriel des séries et que les séries sont de mauvaise qualité ou autre. Donc, ça peut être basé sur des critères relativement larges et qui peuvent tout à fait épauler une stratégie du dirigeant, d'ailleurs, en termes de réduction des coûts, des coûts de mise au rebut, des coûts, etc. Des critères de productivité. Le seul élément à vérifier, c'est qu'il faut un caractère aléatoire. Quand on est calé sur le résultat net, aucun souci. Le résultat net, par principe, est aléatoire. Quand on est calé sur d'autres résultats, eh bien, il faut vérifier que l'URSSAF ne puisse pas venir nous chatouiller là-dessus. Une formule qui est interdite, pourcentage du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'une entreprise est toujours censée faire du chiffre d'affaires. Donc, à ce moment-là, on n'a plus de caractère aléatoire. On peut envisager des intéressements qui sont basés sur une croissance du chiffre d'affaires. C'est faisable. Donc, vous voyez, on a un panel assez large de formules possibles qui donnent quand même de bonnes possibilités de pilotage de l'intéressement et de la masse salariale. L'intéressement fait partie de la masse salariale, même si comptablement, il est à part. Il fait partie de la masse salariale globale, bien entendu, dans une analyse globale de la masse salariale. Donc, une fois qu'on a la formule, eh bien, il y a des petites choses à caler. Alors, il y a des questions de plafond. L'intéressement ne peut pas dépasser 20% des rémunérations brutes, ce qui laisse quand même un petit peu de marge. Ça fait plus de 2 mois ça fait un 13e et un 14e mois, excusez-moi, j'en bafouille. Donc, ça laisse quand même une bonne marge de rétribution des salariés. À partir du moment où il y a une formule, on peut quand même se heurter à deux problèmes. Le problème, la formule donne trop peu. Ça peut être un problème. Ou la formule donne trop. Ça peut être un autre problème. Donc évidemment, il y a quand même un travail à faire sur la formule qui est essentiel. On a quand même la chance aujourd'hui de pouvoir jouer avec le supplément d'intéressement. Le supplément d'intéressement, c'est quelque chose qui est extrêmement important, pas forcément très connu, qu'on retrouve d'ailleurs sur la participation. L'intéressement supplémentaire, c'est quoi? J'ai calculé une formule et par prudence, j'ai mis une formule relativement faible. Eh bien, cette formule, chaque année, le dirigeant peut, s'il le souhaite, il n'est absolument pas obligé, mais donner un supplément d'intéressement. Je dis n'importe quoi, j'ai 10 salariés, j'ai un intéressement de 200 euros par salarié, ça fait 2000 euros, il y a 10 salariés, ça fait 200 euros chacun. Bon, je trouve que c'est un peu faible. J'ai de la possibilité, je peux augmenter de la somme que je veux, dans les limites du plafond, bien sûr, de 20% des rémunérations brutes. Le supplément d'intéressement a le même traitement fiscal, social, comptable que l'intéressement lui-même. C'est vraiment un complément qu'on peut rajouter chaque année. On peut le faire une année, on n'est pas obligé de le faire les années suivantes, etc. Ça donne une très grande souplesse, y compris dans des cas, par exemple, on a une année difficile, on ne fait pas de bons résultats, mais l'équipe s'est vraiment bien battue. L'intéressement, logiquement, n'est pas terrible parce qu'il y a peu de résultats, mais moi, en tant que dirigeant, je souhaite quand même faire un geste parce que l'équipe s'est bien battue. Ça peut aussi, dans certains cas, aider un petit peu au pilotage, enfin ça aide au pilotage de l'intéressement. Seule condition pour le supplément, c'est qu'il faut qu'il existe un intéressement. Il faut que la formule donne quelque chose et à partir de là, vous pouvez la compléter. Je vais accélérer un peu parce que je suis en train de prendre beaucoup trop de temps. Un plafond individuel, 3/4 du pass, ça fait 30 000 euros par an. Bon, peu d'intérêt parce que rares sont les cas où l'on va dépasser ces plafonds. Yoann vous en parlera peut-être pour le dirigeant. Des critères de répartition.
On passe sur le critère uniforme, tout le monde la même chose, hein, c'est un critère qui est très rarement mis en place. Le critère dit proportionnel au salaire, donc voilà, un salarié qui gagne 2 fois plus aura 2 fois plus que les autres salariés. Proportionnel à la durée de présence, c'est ce qu'on appelle les accords dits égalitaires, certains les appellent accords uniformes, mais c'est pas le terme juridique adéquat. Proportionnel à la durée de présence, c'est tout simplement tous ceux qui sont à temps complet auront la même somme. Simple à comprendre. Évidemment, ceux qui sont rentrés en cours d'année auront au prorata de l'année, de leur présence sur l'année. Et puis, on peut mixer les deux critères, salaire ou durée de présence, moitié au salaire, moitié à la durée de présence, etc. L'intéressement, donc, donne une somme. La formule qui est dans l'accord donne une somme, et cette somme, on la répartit. Le salarié peut soit choisir le versement immédiat, donc il prend son intéressement, et son intéressement rentre dans son revenu imposable. Il paiera très peu de charges sociales dessus, puisqu'il ne paye que 9,7 de CSG, pas d'autres charges salariales. Donc il peut prendre le versement immédiat, ou il peut le placer sur le PE PERCO. PERECO, aujourd'hui, le nom a changé. L'avantage de le placer sur le PE ou le PERECO, c'est que l'intéressement sort du revenu imposable. Donc, on gagne l'impôt sur le revenu. Point très important, quand je dis qu'on gagne l'impôt sur le revenu, on le gagne à l'entrée et on le gagne à la sortie. C'est-à-dire à la sortie, même si vous mettez de l'argent sur le PERECO, au moment de la retraite, puisque le PERECO est bloqué jusqu'à la retraite, on va le voir juste après, les sommes sorties du PERECO ne sont toujours pas imposables. Voilà, pas de questions, on va passer à la diapo suivante si vous êtes d'accord. Je vais juste dire ce qu'il en est pour le dirigeant. Donc pour le dirigeant, possibilité d'en bénéficier. Alors vous voyez ici, on a prévu que le dirigeant peut en bénéficier, donc c'est bien une possibilité, c'est pas une obligation. Ça veut dire que si je veux en bénéficier en tant que dirigeant, déjà il faut que je le prévoie expressément dans l'accord, première chose. Deuxième chose, pour pouvoir mettre en place un accord d'intéressement, je pense aux petites entreprises, il faut au moins un salarié. Donc, et c'est bien un salarié en plus du chef d'entreprise. Et ça ne peut pas être sa femme si elle est directrice générale, hein, si elle est elle-même mandataire social. Hein, je précise les choses. Voilà, Parce que c'est bien un salarié au sens du Code du travail, c'est-à-dire qu'il cotise à Pôle emploi. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment vérifier. Donc ça veut dire lien de subordination, ça veut dire pas d'immixtion dans la gestion, ça veut dire que je ne peux pas engager la société sur des emprunts significatifs ou certaines des décisions. Donc là, c'est pas parce que sur mon bulletin de salaire, j'ai du Pôle emploi, je cotise à Pôle emploi, que je suis forcément affilié officiellement à Pôle emploi. Dans certains cas, il est recommandé de faire le dossier, il y a un dossier de validation de cette cotisation à Pôle emploi à faire auprès de la caisse. Dès qu'on a le moindre doute, on vous encourage à le faire systématiquement. On pense surtout, effectivement, comme disait Bernard, aux entreprises monsieur, madame ou madame, monsieur, quoi. C'est ce que Pôle emploi appelle les études mandataires. Hein. C'est à faire systématiquement quand il y a un doute. Donc là, très important, mais effectivement, dès lors que j'ai au moins un salarié, c'est une situation qui permet de mettre en place l'accord d'intéressement et qui peut être très favorable en matière d'optimisation, puisque l'intéressement, comme le disait Bernard, uniquement la CSG CRDS, plus de forfait social pour les moins de 250 salariés depuis 1 an et demi avec la loi Macron, sachant que si je mets cet intéressement sur un plan d'épargne d'entreprise, eh bien, on échappe également à l'impôt sur le revenu. Alors, je reviens juste sur la diapo pour dire 2 petites choses. La première, c'est que l'intéressement, comme la prime Macron, Johan l'a dit tout à l'heure, ne peut pas remplacer des éléments chargés. C'est-à-dire que vous avez des primes, vous versez des primes depuis 10 ans, vous ne pouvez pas mettre en place un intéressement immédiatement pour remplacer les primes. L'URSSAF peut retoquer. Et une autre petite chose à dire sur ce qui concerne les intéressements lorsque le dirigeant bénéficie, il y a des conditions qui sont aujourd'hui opaques. Très objectivement, on en parle avec Johan depuis des mois et j'ai eu des échos de l'URSSAF qui
qui forme ses agents sur le sujet. On est sur vraiment une législation très compliquée. Donc, dès qu'il y a un dirigeant qui bénéficie de l'accord d'intéressement, faites-vous accompagner par des spécialistes. Ça devient vraiment compliqué. Notamment lors du premier salarié, quoi. Ouais. Notamment, évidemment, s'il y a des salariés depuis longtemps, que c'est un accord d'intéressement classique, et ben le dirigeant bénéficie, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a un salarié qui est embauché depuis pas très longtemps, qui veut mettre en place un accord d'intéressement, il y a des questions de délai, etc., qui sont compliquées. On ne va pas du tout rentrer dans le sujet qui est beaucoup trop compliqué. Mais sur ce point-là, prenez l'avis de spécialistes. Le PE et le PERCO, qui sont des éléments, là encore, qui complètent l'intéressement et qui sont des éléments extrêmement importants et intéressants. Le PE, c'est bloqué 5 ans, avec des éléments, des possibilités de sortie anticipée, etc. Le PERCO, bloqué jusqu'à la retraite. Le PERECO, en règle générale, on va privilégier la sortie en capital. Et je précise bien, on est hors impôt, même sur le PERECO, lorsque je sors en capital. C'est le seul d'ailleurs produit retraite existant aujourd'hui où vous ne payez jamais d'impôt sur le revenu. À partir du moment où il a été alimenté par l'intéressement, bien entendu, et l'abondement. Donc l'abondement, c'est quoi? C'est un processus, j'allais dire, c'est une démarche facultative que le dirigeant peut choisir ou pas. L'intéressement, c'est jusqu'à 300% en plus du versement du salarié. Les choses sont très simples. Le salarié reçoit 1 000 € d'intéressement, il le place sur le PE, il y a un abondement à 300%, eh bien, l'entreprise rajoute 3 000 €. Donc, il faut faire quand même attention parce que ça peut être une machine qui peut coûter assez vite, assez cher. Hein. Donc, évidemment, les 300% ne sont absolument pas obligatoires. L'abondement, en fait, c'est de 0 à 300%. Vous pouvez choisir 10, 20, 30, 50%, 100%, etc. PERCO, idem pour l'abondement. On a des plafonds. Pour faire simple, c'est 3 300, 3 400 € sur le PE et 6 400, 6 800, 6 600, 6 800 sur le PERECO. 8% du PAS, 16% du PAS, hein, le PAS étant à 41 136. On peut faire le calcul assez facilement. Moi, je retiens 2400 et 3400, pardon, excusez-moi, et 6 800, ça correspond à peu près aux sommes actuelles. Donc, vous voyez que pour les intéressements, on a un système, lorsqu'on utilise à la fois l'intéressement et à la fois l'épargne salariale, c'est-à-dire le PE et le PERCO, on a des outils extrêmement puissants pour récompenser les salariés, pour leur donner de l'argent avec peu de charges sociales, éventuellement hors impôt s'ils le placent sur le PE et PERCO. Et le PE et PERCO sont des instruments d'épargne pour le salarié qui, de fait, sont extrêmement intéressants, avec un levier de charges sociales et d'IR qui est très intéressant. Je te laisse la main pour le dirigeant, Johan. Donc le dirigeant, tout comme l'intéressement, peut en bénéficier dans les mêmes modalités, c'est-à-dire qu'il faut au moins un salarié, donc on ne va pas se répéter, mais au moins un salarié en plus du chef d'entreprise et qui cotise à Pôle emploi. Vous imaginez que dans les structures familiales, quand on travaille en famille, c'est très intéressant puisqu'on peut vraiment optimiser les résultats de l'entreprise et la rémunération et les résultats de l'entreprise et la rémunération à titre personnel. On peut optimiser l'impôt société et l'impôt sur revenu en même temps. Donc, excellent moyen pour sortir de l'épargne sans charge sociale et sans impôt sur revenu. Certains clients nous disent que en fait, c'est du black légalisé. Voilà, c'est des sorties de trésorerie légalisées. Je confirme, c'est ce que m'a dit un client. C'est du black en fait, à 10% près, c'est du black. Donc c'est aussi un outil qui peut être très favorable pour le dirigeant dès lors que les salariés ne souhaitent pas ou ne peuvent pas faire de versement personnel sur les plans quand on veut faire des abondements. Voilà, il y a des stratégies des fois qui peuvent se mettre en place, notamment sur l'outil retraite. L'abondement ayant le même traitement que l'intéressement, c'est-à-dire pas de charge sociale sauf la CSG, CRDS. Donc on peut vraiment construire des stratégies globales et des stratégies retraite via le PERCO très performantes pour le dirigeant.
Dernier élément que je souhaitais donner, la limite du système quand on veut rémunérer les salariés, c'est que ne bénéficient des abondements, si on veut jouer sur une stratégie d'abondement, n'en bénéficient que ceux qui versent, soit de l'épargne personnelle, soit son intéressement. Donc le salarié qui ne peut pas verser d'épargne perso, qui ne peut ou qui ne veut pas verser son intéressement, ne bénéficiera pas d'abondement. Donc ça peut créer une rupture d'équité entre les salariés. Ce que ne permet pas quelque part l'intéressement, c'est-à-dire que l'intéressement, il est collectif. Donc notre conseil quand on met un intéressement, c'est de mettre systématiquement un PE pour permettre la défiscalisation et plutôt jouer sur l'intéressement pour répartir comment dire, de l'intéressement en fonction des résultats de l'entreprise de façon équitable à tous les salariés, liberté à chacun de pouvoir le défiscaliser via le PE ou pas. Et ensuite d'avoir une stratégie d'abondement qui peut être plus localisée pour certains salariés ou voire pour le dirigeant. Les cas de déblocage anticipé. On peut en parler rapidement hein, parce que l'heure Rapidement. avance mais c'est vrai que l'intéressement et le PE Perco sont vraiment les éléments essentiels de notre présentation. Il y en a d'autres derrière dont on va vous parler. Mais 9 cas de mémoire pour le PE, le mariage, le PACS, la naissance, l'adoption du troisième enfant à charge, etc. Vous aurez la présentation, donc on va pas la lire. On a rajouté la victime de violence conjugale, on a, bon voilà, des petites choses. L'acquisition et l'agrandissement de la résidence principale, pour moi, c'est l'un des plus importants. Parce qu'on peut avoir, lorsqu'on met en place le PE PERCO, une réflexion des salariés de dire ouais, mais bon, ce truc, bah, c'est pour les gens qui peuvent épargner. On va dire c'est pour les salariés plus âgés, qui ont moins d'enfants qui ont plus d'enfants à charge, ou les salariés qui ont des enfants à charge mais qui leur coûtent pas encore trop cher, etc. Moi, je suis jeune, je suis pas très intéressé. Bah si, parce que tu pourras débloquer si jamais tu achètes ta maison ou si tu l'agrandis, tu en as déjà une. Donc ça peut être une solution, même pour des salariés relativement jeunes, ça peut être une solution, on va dire, pour les inciter à épargner. C'est aussi ça l'intérêt du PE et du PERCO. Le PERCO, rapidement, c'est un outil retraite, donc à utiliser pour les salariés qui souhaitent mettre de côté pour leur retraite. Les cas de déblocage sont nettement plus faibles. Hein. On retrouve les cas classiques, le décès, l'expiration à l'assurance chômage, l'invalidité, hein, les 3 cas qu'on va retrouver sur les Madelins, etc. On retrouve également l'acquisition de la résidence principale. C'est une nouveauté récente. Avec la situation de surendettement qui est un peu plus ancienne, mais qui elle aussi a été rajoutée au fil des réformes, on va dire, sociétales. Donc le PERCO, on peut également le débloquer pour acquérir sa résidence principale. Le comparatif, je vous en parlais tout à l'heure, hein, le coût net dans l'entreprise de 1 000 euros. Si on verse une prime, le salarié ne touche que 639. Alors, le calcul sont toujours compliqués parce que ce ne sera pas la même somme entre un salarié au SMIC qui bénéficie des réductions Fillon, enfin les anciennes réductions Fillon, dites réduction générale, ou un cadre qui va, lui, ne pas en bénéficier. Mais on a quand même une chute qui est relativement importante. Ça peut être largement moins de 639 hein, pour des cadres lourdement imposés. Le montant net pour le salarié sur un intéressement, on va être à 1116. Pourquoi 1116, Johan? Là, je te redonne la parole, je ne sais plus. Parce que du coup, on a la partie. Alors là, on est vraiment pour un coût net de 1 000 euros dans la structure. Donc, effectivement, on économise tout ce qui est charge sociale patronale, charge sociale salariale. Et là, par contre, on a l'impôt sur revenu. Oui, voilà, c'est le gain de l'impôt sur le revenu. Excuse-moi, c'est moi, j'ai eu une absence. Et l'économie de charge sociale par rapport à une prime soumise à charge sociale classique. Hein. Donc, pour l'entreprise, quand on a on a le gain de l'impôt sur le revenu et éventuellement le rendement. Alors bon, ces temps-ci, la question que posent beaucoup de salariés, oui, mais quel est le rendement? Ben, le rendement, il est pas
meilleur que celui d'une assurance vie, hein. Ça va dépendre si vous placez en action, ça va dépendre si vous placez en obligation. Bon, ça, ce sont des choix ensuite qui sont personnels. L'entreprise n'a rien à voir, hein. Ce n'est pas à l'entreprise de faire ces choix-là, c'est le salarié qui fait ses choix. Je pense qu'aujourd'hui, la règle, c'est de ne pas courir après le rendement. C'est par contre de faire l'économie de charge sociale, d'avoir un outil très souple de rémunération, très motivant également. L'aspect motivant de l'intéressement, j'en ai pas parlé parce qu'il découle de tous les avantages du système. L'intéressement est un outil extrêmement motivant pour les salariés. Je propose de parler de deux petits outils qui sont un peu moins connus. Les chèques vacances. Donc, les chèques vacances, c'est comme les chèques loisirs, les chèques cadeaux, etc. C'est le même principe. Ce sont des éléments, donc des chèques à utiliser pour les vacances, les transports, l'hébergement, les repas, les activités, les loisirs, etc. Là encore, on va retrouver des exonérations de charges sociales. Bien entendu, sur les résultats de l'entreprise, c'est déductible, hein. Tout ce dont on vous parle ici est déductible des résultats de l'entreprise, bien entendu. Des conditions d'exonération, alors il faut respecter un certain nombre de contraintes administratives. Là encore, non-substitution à un élément de salaire, on la retrouve partout systématiquement, hein. L'URSSAF n'aime pas qu'on remplace des éléments chargés par des éléments non chargés, c'est compréhensible du point de vue de l'URSSAF. Ensuite, peut y avoir des modulations de la contribution par l'employeur, des obligations d'information, etc. Par rapport à l'intéressement, on est sur des choses qui sont forcément plus limitées. On atteint quand même des sommes qui sont non négligeables. 460 € par an, c'est non négligeable. Alors, l'administratif sur les chèques vacances peut être considéré comme un peu lourd. On peut vous accompagner en Bello sur ces questions-là. Et il faut le faire, même si ça paraît simple de prime abord, il faut le faire parce qu'il y a eu des clients qui se sont fait redresser sur cette partie-là. Où l'administratif avait été fait, mais avait été mal fait, notamment par rapport à cette question de modulation de la contribution par l'employeur, où techniquement, on est censé prévoir une participation plus importante pour les salariés qui gagnent moins. Même si tout le monde est payé à peu près la même chose. Donc sur une entreprise, elle n'avait pas fait cette ventilation-là et l'URSSAF a redressé, quoi. Donc ça, c'est important. C'est encore de l'administratif, mais on n'a pas le choix, quoi. Oui, vous avez bien compris que sur tous ces éléments-là, l'administratif de surveillance, hein, c'est-à-dire que l'URSSAF a son mot à dire et que la loi est quand même relativement complexe. Le diable est parfois dans les détails. Alors, le dirigeant, est-ce qu'il peut en bénéficier? Eh bien, là encore, c'est peu connu, mais le dirigeant peut en bénéficier des chèques vacances dans les mêmes conditions que pour les salariés. Et encore moins connu, le dirigeant qui exerce seul, qu'il soit en entreprise individuelle, profession libérale, gérant d'une SARL sans salarié ou président d'une SAS sans salarié, peut en bénéficier aussi. Donc, même si je suis tout seul en tant que dirigeant, je peux, entre guillemets, m'octroyer des chèques vacances dans les mêmes proportions qu'on vient d'indiquer, 460 € par an. Je te laisse présenter le CESU, Bernard. Ah, attends, je fais juste une petite réponse. Ah, oui. Je peux présenter le CESU pendant que tu fais la réponse. À ce Je viens de finir. Le CESU, donc le chèque emploi-service universel. Là encore, comme le chèque loisir, les chèques cadeaux, etc., le chèque vacances, c'est un chèque pour payer des services à la personne qui relèvent soit de la garde d'enfants à domicile, soit du soutien scolaire, c'est important, soit les travaux de bricolage, etc., dans certaines limites, etc., les travaux de jardinage, de choses comme ça, et puis l'assistance, bon, des choses qui sont parfois moins rigolotes. Là encore, l'administratif doit être soigneusement verrouillé sur ce genre de produit, mais là encore, on peut être sur des choses qui sont, enfin, des compléments de rémunération qui sont loin d'être négligeables. Jusqu'à 1830 € par an et par personne. Alors, l'inconvénient, entre guillemets, de ce système, c'est que tous les salariés ne sont pas concernés. Par contre, l'énorme avantage, et je vais laisser Yoann en parler, c'est que le dirigeant, lui, peut en bénéficier.
Le dirigeant, encore une fois, peut en bénéficier quand il y a des salariés, mais là, pour le coup, Bernard parlait finalement d'administratif. Oui, il faut prévoir un document d'information, une note d'information, une décision latérale, on peut l'appeler comme on veut, voire un accord, pour bien expliquer est-ce que je prévois de donner 500 euros pour tous les salariés pour leur service à la personne, ou bien, comme je l'ai vu dans une entreprise, est-ce que je donne 400 euros pour les salariés qui ont des enfants de moins de 4 ans pour pouvoir financer les gardes d'enfants. Voilà, ça peut être, on peut cibler vraiment l'avantage qu'on veut donner. Alors voilà, derrière, Bernard le disait justement, quand on met en place des CESU, il faut en avoir une utilité. Sinon, si je donne 500 euros à mes salariés alors qu'ils n'en ont pas d'utilité, effectivement, je n'ai pas de charge sociale, il n'y a pas d'impôt sur revenu et je gagne un crédit d'impôt pour l'entreprise, mais le salarié ne va pas percevoir l'avantage que je lui ai octroyé. Donc, c'est vraiment à bien analyser quand je vais le mettre en place pour les salariés. Et pour le dirigeant, tout comme les chèques vacances, si je suis tout seul, eh bien, je peux mettre en place du CESU uniquement pour moi, même si je suis tout seul, même si je suis non salarié. Autre possibilité d'optimisation dans un plafond de 1830 euros par an et par bénéficiaire. On a une question qui est très intéressante. Pour moi, c'est non. Quand le dirigeant est une personne morale, pour moi, c'est non. Il ne peut pas bénéficier de ces produits-là. Johan, je te laisse peut-être. Oui, personne physique. Là, en tout cas, chèque vacances CESU, personne physique. Et puis l'intéressement et les abondements sur le PE, il faut que je sois personne physique. C'est-à-dire que si je suis de schéma classique, de schéma de reprise, je suis gérant dans une holding et que mon holding, elle est présidente de ma société d'exploitation, je mets un intéressement dans la société d'exploitation, je ne pourrais pas en être bénéficiaire en tant que dirigeant, puisque ma rémunération en tant que telle, elle est prise dans la SARL, parce que c'est généralement le schéma, en tant que gérant TNS dans la SARL, donc ma rémunération, je la tire dans la SARL et pas dans la SAS. Donc je ne peux pas bénéficier de l'intéressement. Par contre, il pourra bénéficier dans la holding des chèques vacances, etc. Et du CESU aussi, si je ne me trompe pas. Oui, et de l'intéressement, Pardon. s'il y a un salarié dans la holding, voilà. Oui. Le Perrin. Le Perrin qui n'est pas l'époux de Perrine. Le Perrin, c'est, oui, d'humour dans cette présentation un petit peu aride peut-être. Le Perrin, c'est l'ancien article 83. Alors. L'ancien Madelin, l'ancien PERP. Oui. Tout à fait, on a regroupé les trois produits. Ce qui fait que déjà avant, on avait parfois du mal à se repérer et ça ne s'est pas arrangé. L'ancien article 83, est-ce que ça parle à tout le monde? L'ancien article 83, ici, on est pour parler du salarié dans l'entreprise. Donc, on va centrer ça sur l'article 83. L'article 83, c'est tout simplement un contrat de retraite supplémentaire. L'entreprise met de l'argent sur un contrat qui est nominal, 5% du salaire par exemple. Elle bénéficie d'exonération de charges sociales, mais d'un forfait social. Et le salarié voit donc un contrat de retraite supplémentaire alimenté par son employeur, ce qui lui permettra d'avoir une retraite supplémentaire quand il partira en retraite. Le nouveau produit qui remplace l'article 83, donc le Perrin, peut être alimenté de trois manières. La première, l'entreprise. Donc là, c'est vraiment typique de l'article 83. C'est exactement comme l'article 83. C'est exonéré, c'est l'entreprise. Pardon. Comme la Madelin. Comme la Madelin, oui, c'est aussi comme l'article 83, quelque part. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, et là, c'est pour le dirigeant. Quand c'est Madelin, ça sera que pour Ah, pardon, oui, tu parles du dirigeant. Oui, tu parles du dirigeant. Excuse-moi.
Alors, moi, je vais quand même juste finir sur ce que je. L'article 83 a été fusionné avec le Perrin. Dans le fond, ça ne va rien changer pour l'article 83. On peut concevoir d'alimenter un article 83 par des versements personnels, déductibles ou pas de l'IR, et là, on va retrouver exactement la même chose que la Madelin. Bon, moi, en ce qui concerne les salariés, je ne suis pas complètement convaincu du nouveau schéma. On a par contre un intérêt pour le dirigeant. Et là, je laisse Yoann parler. Donc Parce qu'on l'article parle bien de la 83, Madelin. Donc, article 83 pour les salariés, la ouais. Madelin pour le chef d'entreprise. Effectivement, comme dit Bernard, l'article 83, ça ne change rien par rapport à avant, mais il intègre le nouveau PER. Le PERCO qu'on a vu avant, c'est le compartiment numéro 2. L'article 83 étant le compartiment numéro 3. Et le compartiment numéro 1, qui est l'individuel, va remplacer l'ancienne Madelin, pour ceux qui connaissent le dispositif, l'ancien PERP notamment, et permet en fait de faire des versements personnels ou des versements par l'entreprise. Donc pour tout le monde, que je sois salarié, non salarié, euh, je peux faire des versements personnels et je peux décider de les déduire de mon revenu imposable ou de ne pas les déduire. Si je les déduis, lorsque je partirai à la retraite, je pourrai récupérer soit sous forme de capital ou de rachat fractionné imposable, soit sous forme de rente viagère imposable. Donc la grande nouveauté par rapport à avant, par rapport à une Madelin et à un PERP, c'est qu'avant, on était forcément sous forme de rente. Donc c'est quelque chose que je touche jusqu'à mon décès, que mon décès soit précoce, que je décède au bout de 2 ans quand je pars à la retraite, ou que je décède au bout de 35 ans. La grosse nouveauté, c'est que je peux récupérer mon épargne sous forme de capital en une fois ou en plusieurs fois. Mais c'est moi qui fais la démarche de prendre des morceaux. La nouveauté, c'est ce capital, et l'incidence, elle est quand même assez fondamentale, c'est que une rente viagère s'arrête à mon décès. Si je vis 2 ans, j'ai mis 100 000 euros sur mon contrat et j'ai touché 3 000 euros chaque année pendant 2 ans, c'est-à-dire que j'ai touché 6 000 euros. Les 94 000 euros restants sont perdus. Sur une sortie en capital ou en rachat fractionné, si j'ai consommé 6 000 euros dans le même exemple de mon capital, les 94 000 euros restants vont à mes bénéficiaires, à mes héritiers. Donc là, c'est une grosse évolution par rapport aux anciens contrats. Donc ça permet quelque part un retour sur investissement parce que même si je décède, ce qui arrive forcément à un moment, eh bien, l'épargne non consommée n'est pas perdue. Sauf si je décède à l'âge de Jeanne Calment et que j'ai choisi la rente, là, j'ai beaucoup gagné. Là, on sera gagnant si on vit vraiment très longtemps. Et deuxième chose qui a considérablement évolué, c'est qu'avant, je déduisais forcément. Aujourd'hui, je peux choisir de ne pas déduire. C'est-à-dire que j'ai 2 000 euros, je les déduis de mon revenu imposable. Si je suis imposé sur 50 000, je ne serai imposé que sur 50 moins 2, donc 48. Mais je peux aussi décider de ne pas déduire, auquel cas, quand je récupérerai mon épargne à la retraite, je ne serai pas imposable. Donc vous voyez que là, tout l'enjeu du nouveau PER, c'est la fiscalité. Et en fait, ce choix fiscal, je le fais chaque année. Donc le but du jeu, clairement, c'est de déduire quand je suis plus imposable aujourd'hui que je ne le serai demain à la retraite. Donc si je suis imposable aujourd'hui à 30% et demain je suis imposable à 11%, alors j'ai intérêt à déduire. Si aujourd'hui je ne suis pas imposable parce que j'ai les enfants, parce que j'ai eu moins de revenus, et que demain je serai imposable à 11 ou 30%, il ne faut surtout pas déduire. Pour le dirigeant, quand il est non salarié, j'ai envie de dire comme avant, je peux faire des versements par l'entreprise en fiscalité Madelin. Donc ça veut dire que la cotisation qui est faite par l'entreprise pour moi en tant que dirigeant non salarié, eh bien, elle ne sera pas imposable sur le revenu. La contrepartie, c'est que quand je récupérerai mon capital ou mes rachats fractionnés, ils seront imposables. Dernier élément, et pour vous montrer la simplification du système, parce que le budget c'était de simplifier le système, comme vous pouvez le voir, c'est relativement simple. C'est que si je combine avec le PERCO qu'on a vu tout à l'heure, vous avez vu que le PERCO,
qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, on peut faire des versements d'intéressement, mais si je peux faire de l'épargne personnelle. Eh bien, quand je fais de l'épargne personnelle sur mon PERCO, je suis ici. Donc, quand je fais de l'épargne personnelle sur mon PERCO, je peux déduire mon versement personnel de mon impôt sur le revenu. Donc là, quand je fais un versement sur mon PERCO, je dois faire le choix de déduire ou pas déduire. Sachant que mon versement personnel viendra dans le compartiment numéro 1 ici, alors que les abondements seront bien dans le compartiment numéro 2 qu'on a vu tout à l'heure, donc pas imposables. Donc j'aurai une partie qui pourra être imposable sur mes versements perso et une partie qui sera non imposable sur mes abondements. Voilà. Donc c'est le dernier outil sur lequel on voulait vous sensibiliser. Là encore, on vous conseille plutôt d'être accompagné quand vous commencez à jouer, entre guillemets, avec les différents outils d'épargne retraite, que peuvent être le PERCO, que peut être le PER1, que peuvent être les versements Madelin quand on est TNS, que peut être l'article 83 que présentait Bernard, parce que on va pas faire une explication, on pourra refaire une autre matinée sur cette partie-là, mais les plafonds de déductibilité se mangent. Donc je ne peux pas verser tout ce que j'ai envie en Madelin, tout ce que j'ai envie en épargne perso déductible, tout ce que j'ai envie sur le PERCO. Voilà. Je referme la parenthèse sur cette partie-là. Mais là, c'est un outil qui est assez intéressant à condition de bien le manier, donc de bien utiliser les plafonds déductibles et la fiscalité. Je referme la parenthèse sur cet outil qui est plus pour le dirigeant, pour le Madelin, mais qui peut être aussi utilisé par tout le monde, par tous, à titre perso, là, et là plutôt à vocation retraite. On a un petit peu dépassé le temps, on s'en excuse, mais le sujet est toujours intéressant et suffisamment complexe, donc on souhaitait vous en donner le maximum d'informations sur, sur cette thématique. On reste à votre disposition, évidemment, pour répondre à vos questions et pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter en direct ou à passer par votre expert comptable qui ensuite vous mettra en relation avec nous. Bernard et moi vous remercions pour votre présence ce matin. Et puis, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain Flash Actu qui aura lieu dans 15 jours. Merci à toutes et à tous, et puis excellente journée à vous. Merci, bonne journée. Merci. Très bonne journée à tous et merci de votre Voilà. écoute. C'est chiant ce truc-là. Il ne faut pas le couper en plus. Non. Personne, il disait, salut, et t'en racontes, bip, 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 bip. Voilà, quittez. Tac.